Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, les inondations à Baie-Saint-Paul 1 an plus tard. Le domaine Forget reçoit une aide gouvernementale de 10 millions de dollars. Retour sur le sommet du tourisme. Un aperçu de ce que sera la promenade du littoral à Sainte-Irénée. Baie-Saint-Paul présente son 4e plan de développement durable. Et c'est le grand retour des rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Bonne émission! C'était il y a 1 an maintenant, alors que Baie-Saint-Paul subissait d'importantes inondations dues à la conjoncture de plusieurs éléments. Encore aujourd'hui, la municipalité multiplie ses efforts de restauration et de prévention. Afin de mettre la lumière sur les causes, les conséquences et les apprentissages qui peuvent en être tirés, une portion de ce bulletin de nouvelles y sera consacrée. Depuis les événements du 1er mai 2023, les employés de la ville de Baie-Saint-Paul ne passent pas une journée sans travailler sur les efforts de reconstruction et de prévention. Le muret Ménard est une des premières infrastructures sur laquelle la ville s'est attardée. Gilles, on est au muret de la rue Ménard. Oui. Donc, ce muret où il y a eu la brèche. Elle était où exactement, là, la brèche? On est précisément sur la brèche. Là. On voit la partie où on voit les poches de sable ici. Là. La brèche est dans ce secteur-là. Là. C'est donc, il y avait un poteau électrique qui était juste ici. Puis c'est vraiment là que l'ouverture du mur s'est faite, dans le fond. Là, on se souvient, à l'époque, c'était il y avait un muret de béton qui faisait comment de... C'était quoi? Bien, on peut le voir si vous regardez avec la caméra, dans le fond, là, ou notre cher ami Philippe. On voit que c'était quand même, dans cette portion-ci, il est assez mince, le mur. Dans la partie Saint-Joseph, le mur est beaucoup plus épais. Ici, il était quand même assez mince. Puis dans le fond, là, ce qui est arrivé lors de l'événement, c'est que l'eau a commencé à passer par-dessus. On le voit très bien avec les images de drone. L'eau a commencé à passer par-dessus. En passant par-dessus, elle a mangé le derrière du mur qui l'a affaibli, dans le fond. Puis là, il y a eu, avec la pression, il y a eu une petite brèche qui s'est faite. Puis c'est là que le plus d'eau s'est entré dans le quartier. Quand on regarde bien les photos, là, on voit que le mur, dans 99 de son périmètre, il a fait le travail, dans le fond. Là. Il était à la bonne hauteur. Mais on sait, là, on prend l'exemple, par exemple, des glissades d'eau. Quand on va avec les glissades d'eau avec les enfants, on sait que quand l'eau tourne, elle va avoir tendance à être beaucoup plus haute dans l'extérieur du virage que dans l'intérieur. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé ici. Avec les années, elle est venue frapper de plus en plus vers le mur. Et puis, il y a des débris qui se sont ramassés. Donc là, il poussait, donc elle a monté dans la portion. Puis c'est pour ça que quand on regarde plusieurs photos, on voit que c'est vraiment ici qu'elle a passé par-dessus puis qu'elle a eu la brèche, alors qu'ailleurs, elle a fait son travail, dans le fond. La structure temporaire qui a été faite en attendant des études plus poussées a été comparée à un barrage, vu la conception et la solidité des installations. Il était très, très important de réagir rapidement pour nous donner un peu une parenthèse, un moment de réflexion puis d'analyse, puis pour sécuriser notre monde, dans le fond. Il y avait des gens, on a beaucoup de gens, il ne faut pas se le cacher, il y a même des gens qui n'avaient pas le loisir de décider s'ils voulaient ou pas quitter le quartier. Avec les programmes du ministère de la Sécurité civile, avec les normes environnementales, il y a des gens, il y avait des petites sommes, donc dans le fond, il n'y avait pas le loisir de dire « moi, je m'en vais ». Le gouvernement ne payait pas un déménagement, dans le fond. Là. Donc, il était très, très important d'agir rapidement pour consolider la structure qu'on avait. Fait que c'est ça qui a été fait ici, dans le fond. On n'est pas plus haut qu'avant. Clairement plus large. Beaucoup plus large, étendu. Puis avec les années, si on le voit là, plus dans le virage, on voit que c'était du sable, des petits cailloux d'un diamètre là, gros comme un ballon de soccer à peu près. Si on regarde le volume des roches qui ont été installées, là, on est vraiment dans un calibre tout à fait différent. Là. Dans le fond, on a eu une analyse de la rivière pour qu'on soit capable de protéger le pied du mur. Puis pourquoi qu'on va plus loin beaucoup? C'est parce que vraiment, il faut faire une bonne clé pour pas que l'eau mange par en dessous. Puis pour protéger que si ça arriverait, bien, il puisse s'effondrer comme il faut, puis protéger la structure. Fait que nous, on a consolidé, on a refait un peu à l'état,
Puis cette structure-là plus large ici nous permet, on a déjà un plan d'action où on peut, on a les poches de sable qu'on voit présentement, on a une très grande quantité de poches de sable. Donc, on sait qu'à certains moments critiques, si on pense qu'il pourrait y avoir un risque, on est plus prudent que moins. On installe nos poches de sable. Donc, s'il devait y avoir de l'eau qui va plus haut que la hauteur du mur, on est capable d'en ajouter. Puis là, il faut le dire, là, des fois, on parle de poches de sable, on pense aux petites poches qu'on voit l'armée placer des fois. Quand ils viennent en renfort, c'est de la grosse poche. Oh oui, là c'est vraiment, là, tu sais, on n'a pas négligé sur c'est vraiment, là, une dimension installé avec plus avec la machinerie. Pour mener à bien les chantiers, des spécialistes et consultants ont été engagés à différentes étapes, comme le géographe Philippe Bourdon. Tantôt, Gilles, il nous parlait qu'il y a eu de l'intervention humaine ici là, au fil des années. Est-ce que la courbe que la rivière a ici, c'est une courbe naturelle ou elle a été faite par l'homme? C'est une excellente question. En fait, c'est un peu hybride. Hein? Okay. C'est d'abord une rivière améante. C'est une rivière alluviale, dans le sens où c'est une rivière qui fait son propre chemin. Oui, exactement. Les gens qui l'ont vu là, en imagerie ou Google Maps, là, on voit qu'elle est très sinueuse. C'est des méandres. Puis, elle fait effectivement un méandre. Elle fait une grande courbe ici. Ça fait le tour sur Saint-Jean-Baptiste, ainsi de suite. Et ça revient finalement... Le quartier est vraiment dans une boucle. Un méandre. Oui, c'est exactement ça. Comme un méandre. Et la boucle en amont ici, ce qui est peut-être différent, c'est que, elle est stable ici parce qu'elle ne peut plus bouger, le fait qu'il y a un mur. Puis, on a la rivière du Bras du Nord-Ouest qui arrive juste en amont. Okay. Elle amène une charge en sédiment vraiment importante. Okay. Ce qui fait qu'il se crée différentes îles parce que là, elle est comme pris un peu avec ça. Et à certains endroits, bien, elle peut se mettre comme soit à déposer, à créer une île ou encore à éroder un peu sur le côté. Mais le fait qu'elle est prise ici, bien là, elle va comme travailler en ajustement, soit en profondeur, soit en s'élargissant du côté où elle peut. OK. C'est comme un peu l'effet glissade d'eau aussi là, que Gilles nous expliquait. Donc, étant donné que c'est une rivière à méandre, ce que je comprends, c'est que ce serait faux de penser que son chemin naturel, c'est de passer tout droit à travers le quartier ici. Exactement. Là. Si on regarde en amont, là, elle a exactement le même profil ici qu'elle a un petit peu plus en amont. Si on pense comme au parc du Gouffre, qui est une zone qui ressemble peut-être beaucoup à la zone ici, qui est vraiment un méandre qui fait une boucle, vraiment une boucle. C'est un petit peu plus bas parce qu'elle l'a créé au fil du temps. C'est elle qui l'a érodé, qui l'a créé au fil du temps, qui a accumulé ce qu'il y a au centre. Puis à cet endroit-là, bien, c'est le parc du Gouffre. Puis ici, bien, c'est le quartier Nord. Parmi les outils d'observation et de prévention utilisés par la sécurité publique, des stations d'hydrométrie sont installées à différents endroits stratégiques, comme près du pont de la rivière du Bras, au centre-ville. On a déjà Alain Gravel qui nous a présenté le site d'hydrométéorologie Charlevoix, où on peut mesurer là, le niveau des eaux. On a des caméras aussi. Puis là, ici, c'est une des stations qui mesure tout ça. Exactement. OK. Donc, en quoi ça consiste? Bien, en fait, ici, on peut voir, dans le fond, un panneau solaire, donc au niveau de l'énergie. Ensuite, il y a comme un petit bidule là-dedans, là, avec si tu veux, une station là, en télémétrie qui va envoyer cette information-là sur Internet. De ça, il y a un tuyau avec un fil qui descend, puis on voit un tuyau qui descend jusque dans l'eau. Okay. Là-dedans, il y a une sonde. Il y a une sonde qui, elle, mesure quelle est cette hauteur d'eau-là. Avec la pression, cette information-là, elle l'envoie. C'est envoyé sur Internet, puis ça arrive sur Hydrométéo Charlevoix, entre autres. Et ça l'enregistre en continu comme ça. Fait qu'aux 5 minutes... C'est en temps réel. C'est en temps réel. Fait qu'aux 5 minutes, il y a un enregistrement qui se fait, cette information-là, à part, puis on y a accès pour faire un suivi en direct. OK. Là, ce site-là, bon, les citoyens, ils ont accès, mais c'est aussi votre outil de mesure là, pour travailler. Là. Exactement. OK. Tu sais, si on remonte, là, dans le fond, là, avant 2008, il faut savoir qu'avant cette période-là, donc si on remonte peut-être une quinzaine d'années, il n'y avait aucun instrument. Okay. Donc, il y a déjà eu une station historiquement sur la rivière du Gouffre que le ministère entretenait. Elle est partie en 1996 avec un embarque. Ah, elle a été emportée. Elle a été emportée. Puis entre 1996 et 2008, il n'y a pas eu aucune station. Il n'y avait pas aucune station météo, aucune station hydrologique, aucune caméra, il n'y avait rien. Tu sais, on était quand même... Puis là, bien, Alain Gravel a eu un souci, dans le fond, d'instrumenter tout ça
pour être capable de suivre en direct là, ce qui se passe. Un petit peu à l'image d'une maison va être équipée avec un système d'alarme incendie. Bien, les rivières ont les outils aussi pour savoir qu'on soit en alerte au bon moment si, mettons, il y a un niveau qui monte. Les stations de météo, c'est la même chose. Dans le fond, c'est avec le niveau de pluie. Donc, on a une station météo présentement qui est sur au lac à Foin, donc sur les terres du séminaire, à 800 mètres en altitude, en amont sur ce bassin versant-là. On en a une autre depuis une couple de mois qui est installée à la CEPAC, au parc des Grands Jardins. Puis, on a en direct, dans le fond, on peut aller sur Hydro-Météo Charlevoix, on a certaines informations, la pluie, la température, mais on a avec ça, nous autres, avec un certain intranet, on a un taux de pluie en direct. Fait que là, on sait, pleut-tu encore? S'il pleut encore, ça monte dessus. Okay. S'il arrête de pleuvoir, bien là, peut-être que ça va commencer à redescendre, et ainsi de suite. Fait que c'est différents indicateurs comme ça qui nous permettent de mieux intervenir. Les nombreux microclimats qu'impose l'astroblème, composés de montagnes, de rivières et de vallées en bordure du fleuve, exigent aussi un suivi plus serré dans le temps, car les fluctuations peuvent survenir plus rapidement. Si on pense, mettons, à la rivière des Outaouais à Gatineau, le système prend sa source en Abitibi. Donc, c'est long. Ils savent, OK, dans 2 jours, ça va monter. Ils voient venir. Nous autres, s'il pleut, ça se peut que 2-3 heures après, on est ce taux-là ici. Ah oui, fait qu'on est plus alerte, finalement. On est plus alerte. La rue Morin, qui a aussi été gravement atteinte, présente maintenant un cas typique de terrain sur lequel la rivière a repris ses droits. Ici, il y avait une maison. Historiquement, c'était une garderie. Après ça, ça a été une maison. Puis la maison était vraiment au bout, dans le fond. Puis on est à la confluence, dans le fond, de la rivière de la Broye du Nord-Ouest, puis de la rivière du Gouffre ici, là, avec un certain petit muret. Là. Ouais. Mais c'est pas un enrochement, puis c'est pas un ouvrage de protection contre les inondations. C'était pas prévu 100 ans ici. C'est plus contre l'érosion que contre les inondations? Okay. Exactement. Fait qu'il y avait un petit ouvrage qui protégeait contre une certaine érosion. Mais là, les niveaux ont tellement été élevés, presque 100 ans, dans le fond, que cette maison-là, il y a une partie qui s'est faite vraiment abîmée. Ouais. Et le constat de dommage a aussi fait, bien, cette maison-là, il va falloir qu'elle soit démolie. Puis c'est un exemple comme ça qu'à certains endroits, bien, on est avec un aléa rivière, on est avec un aléa inondation qui peut être vraiment important. Puis à certains endroits, peut-être que c'est mieux de laisser ce terrain-là à la rivière. Donc ça pourra peut-être devenir un parc éventuellement, mais parce que c'est trop risqué. Ici, on est au bout, il n'y a pas de mur de protection, donc c'est un peu trop risqué pour vraiment habiter. Puis cet événement-là m'a donné raison, dans le fond, à la rivière, à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle les zones tampons, est-ce que c'est ça? Ou des zones de débordement? Oui, c'est ça, dans le fond. On peut dire que la rivière elle a un lit mineur, dans le fond, son lit qu'elle utilise couramment à chaque été, ainsi de suite. Ouais. Il y a un lit moyen qui est plus, dans le fond, les endroits où lorsqu'il va y avoir une certaine inondation, ce qu'on appelle des zones inondables, bien, dans le fond, c'est son lit moyen. Okay. Si on prend en face, justement, on a un méandre, bien, le niveau de terrasse de ce méandre-là, bien, il va se faire inonder, peut-être une fois aux 20 ans, peut-être une fois aux 50 ans, mais des fois, elle peut utiliser ce terrain-là. Donc, ici, ça en fait partie. Puis là, ces données-là, de 0, 20 ans, 50, 100 ans, est-ce qu'on va continuer d'utiliser cette façon de calculer ou de prévenir, si on veut, certaines zones où on change plus pour un modèle à moyen risque ou haut risque? Bien, c'est une excellente question parce que c'était une approche qui avait été montée dans les années 60, où ce que là, dans le fond, on identifiait des zones en fonction d'une récurrence potentielle d'inondation qui peut arriver. Donc, une chance sur 20 qui peut arriver, une chance sur 20 ans ou une chance sur 100 ans. Et là, on est en train de migrer vers un modèle où on intègre aussi le fait que la rivière elle bouge. Donc, ce n'est pas juste le côté hydraulique, c'est le côté mouvement par rapport à la rivière. Puis, on va identifier des zones à fort courant, puis des zones à plus faible courant pour une zone un peu plus élargie. Le calcul du risque d'inondation devrait aussi considérer d'autres éléments, comme la présence ou non d'un mur de protection,
l'immunisation des bâtiments de la zone et le niveau d'entretien de ces éléments. Dans le secteur du Genévrier, les dommages ont été importants. Les vidéos de roulottes et cabanons emportés par la rivière des Mares ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est qu'un peu plus haut, un phénomène fascinant a eu lieu. Bien, je ne sais pas si vous pouvez regarder juste le calibre des roches qu'il y a dans la rivière, les blocs. La rivière, elle les a amenés. Fait que là, les gros blocs qu'on voit là, c'était pas ce genre de roches-là qu'on avait ici avant? C'était pas là. Okay. C'était pas comme ça. Bien, il pouvait avoir certaines roches de même, mais c'était pas eux autres. OK. C'est d'autres qui sont arrivés. Des nouvelles. Exactement. Dans le fond, ce qu'elle a fait, là, il y a eu un coup d'eau vraiment important. Ouais. Puis, ce coup d'eau-là s'est mis à éroder les berges. Puis, elle s'est comme emballée. Puis, elle s'est mis, dans le fond, à charrier, dans le fond, à charrier du matériel, à en amener beaucoup. Ouais. Puis, on est, dans le fond, dans ce qu'on appelle ici, il y a une rupture de pente. C'est un peu plus à pic. Ici, on tombe dans une zone un peu en replat. Okay. Fait que là, cette charge-là, elle le dépose. Là. Elle est comme prise avec. Et en déposant ça, ça fait on appelle ça une avulsion, le terme, c'est technique, mais dans le fond, on voit son ancien lit à droite. Donc, autrefois, elle passait là. Oui, autrefois, elle passait là, donc elle a rempli ce lit-là, puis elle s'est déplacée, puis elle s'est créé un nouveau lit, dans le fond, à gauche, et c'est là qu'elle passe. C'est vraiment fascinant. C'est un phénomène qui arrive avec des coups d'eau très, très importants, mais des coups d'eau et des charges sédimentaires super importantes. Dans le fond, on est à l'apex de tout un secteur, le camping Genévrier, qui est dans ce qu'on appelle un petit cône alluvial, dans le fond, la zone de replat, où c'est appelé à avoir une dynamique avec des sédiments, mais des sédiments, on s'entend, c'est des blocs. Énorme. Ici, c'est des blocs, puis plus on descend au Genévrier, puis plus on descend vers le pont de la 138, et plus les sédiments sont petits. Ouais. Ça devient comme en galets, puis éventuellement en sable. Rendu à Rivière-du-Gouffre, c'est en sable. Okay. Fait que dans le fond, elle trie tout ça, elle les dépose, puis elle les trie jusqu'à Rivière-du-Gouffre. Là, tu parles d'un coup d'eau. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la Rivière-du-Bras, plus haut? Là? Il vient d'où, ce coup d'eau-là? C'est-tu juste la pluie et la fonte de la neige? Ou il y a eu autre chose? C'est la pluie et la fonte de la neige. OK. Oui. Mais en fait, on a eu une cellule orageuse, là, qui a vraiment été ciblée... On les appelle maintenant les montagnes au nord-ouest. Là. Okay. Mais dans le fond, ici, ça monte sur les terres du séminaire à 800-900 mètres en altitude, c'est pas 1000. Puis à cet endroit-là, en amont ici, Sabra du Nord-Ouest, à Rivière-Rémy, c'est là qu'il y a vraiment eu une grosse cellule orageuse. Ouais. Donc les gens là, qui parlent qui avaient eu l'impression qu'un barrage avait cédé ou qu'un lac comme le lac Monique qui s'était vidé, là, qu'il y a eu un phénomène du genre, c'est pas relié à ça du tout, là. Non, on n'a pas eu une rupture. Ça peut arriver, des fois, il y a une rupture, mais à ce moment-là, les gens vont vraiment avoir une vague qui descend. OK. Là, c'est pas une vague, ça a monté vite. Ça a monté très vite parce qu'il y avait une intensité de pluie super importante là, qui est comme arrivée, qui s'est accumulée à la fond de la neige, et tout ça, ça a fait beaucoup d'eau. Une conjoncture. Plusieurs événements. Exactement. L'avulsion a aussi bien failli toucher une importante station d'eau de la municipalité. Ici, on est à une des 2 stations de production d'eau potable de la ville de Baie-Saint-Paul. Okay. Celle-ci date d'il y a un petit peu plus longtemps par rapport à l'autre qui est au centre-ville, là, tout près de Maisons-Mères, là, dans le cœur de Baie-Saint-Paul. Ici, je vous dirais, bon an, mal an, là, c'est environ les 50 aux 2/3 de l'eau potable qui est produit ici. Okay. Mais c'est surtout que le réseau d'eau potable de la ville de Baie-Saint-Paul a une certaine complexité. La station ici est primordiale pour assurer la pression puis pour assurer la distribution dans tous les secteurs de la ville. Okay. La station du centre-ville ne permettrait pas d'acheminer l'eau à l'ensemble des citoyens de Baie-Saint-Paul advenant la perte de celle-ci. La perte de cette station aurait donc pu avoir des conséquences majeures sur la population de Baie-Saint-Paul. Heureusement, la chance et une intervention rapide ont permis d'éviter le pire. Si on se souvient, là, quand sont arrivés les événements, les équipes à la ville de Baie-Saint-Paul, on était partout.
quand on est venu sur les lieux ici, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on voit présentement. OK. Parce que en situation normale, la rivière était à 25 mètres là, de la station. Puis là, on se retrouvait à... On a un petit peu de remblai, mais peut-être à 4 ou 5 mètres. Ah oui, hein? Donc, en catastrophe, un petit peu, là, ça a été de la pierre qui a été mise en place pour protéger la berge. Les travaux effectués dans l'urgence d'agir n'ont pas été faits selon les règles de l'art, mentionne M. Desmarteaux. Dans les prochaines semaines, va s'amorcer des travaux qui, eux, seront pérennes dans le temps, puis selon les spécificités techniques, là, un peu de l'ingénierie. Puis ça va consister en quoi? Est-ce qu'on doit prolonger le terrain ou on va probablement garder cette distance-là puis solidifier le tout? On va garder cette distance-là, on va solidifier le tout. L'empierrement va débuter un petit peu plus en amont, se rendre un petit peu plus loin en aval, mais avec une clé d'empierrement pour stabiliser le tout en cas de crue. Là. Un peu comme on a vu au muret Ménard. Un peu dans le même style que le mur Ménard, avec de la pierre de gros calibre, ancrée dans le sol, là, plus bas que le niveau de la rivière pour être bien sûr que ça ne se fasse pas lessiver. D'accord. Mais puis tout ça va être fait conjointement avec les règles environnementales en vigueur. On est en demande, on devrait l'avoir dans les prochains jours, notre certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Okay. Donc, on n'est plus en situation de catastrophe, de gestion de crise, donc les règles normales s'appliquent. Une sonde supplémentaire y sera installée pour s'ajouter aux outils de collecte de données déjà en place. Dans le secteur du chemin Saint-Laurent, les agriculteurs aussi ont payé les frais de ces inondations qui ont emporté des portions de terrain et englouti des champs qui ne seront plus cultivables. On voit là, que ce qui était érodé, c'était un champ qui est entretenu, qui était agricole, qui était fonctionnel. Puis les niveaux ont monté là, fait que tantôt, ce qu'on parlait, les mineurs, les moyens, bien là, justement, en situation d'inondation, bien, de crue élevée. Donc, c'est venu éroder, là, dans le fond, sur le champ agricole-là. Puis des champs agricoles qui ont été érodés comme ça, il y en a un petit peu partout tout le long. C'est un impact qu'on a moins entendu parler, là, mais présent, oui. Oui, mais est-ce que, bon, j'imagine que ces champs-là érodaient déjà un petit peu à chaque année de façon naturelle, non? Non, parce que ça prend un niveau d'eau assez élevé. OK, c'est vraiment le niveau qui a fait la différence. Là. Exactement. On a, dans le fond, le tronçon principal où que la rivière passe. Puis, dans le fond, ça fait un petit bout qu'elle reste là-dedans. Peut-être qu'elle les a déjà inondés parce qu'il y a déjà eu une crue plus ou moins importante, mais que ça a juste inondé, tu sais. Mais là, c'était tellement important. Plus c'est gros, plus c'est fort, puis plus ça peut bouger un peu de matériel, tu sais. Tantôt, ce qu'on va voir, parce qu'on se déplace là, vers un autre site où cette charge-là qui se déplace, bien, si elle est érodée à un endroit, bien, éventuellement, elle se dépose à un autre endroit. Puis en se déposant à un autre endroit, bien, elle peut se mettre à faire bouger aussi. Ouais, ça modifie partout. Là, ouais. Exactement. Ouais. Ce qui se passe ici va avoir un impact un petit peu à l'aval aussi. À travers nos déplacements, nous constatons que le nettoyage des berges est bien avancé. Plusieurs entreprises et organismes ont été mis à contribution et seuls quelques déchets matériels sont encore visibles. Un peu plus loin, toujours sur le chemin Saint-Laurent, des glissements de terrain font présentement l'objet de suivi. Tantôt, on était juste peut-être 300 mètres à l'amont, où les champs se sont fait éroder. Donc, ce matériel-là, bien, s'il se déplace, il se redépose un peu plus loin. Il se dépose sur les méandres, dans le fond, sur les bancs. Fait qu'on a un banc qui se dépose ici. Puis à mesure que les sédiments se déposent, bien, ça pousse la berge aussi. Fait qu'il y a un phénomène présentement où c'est en train de pousser, puis ça n'aide pas à l'érosion qui se passe ici. Oui. Là, il y a une surveillance accrue là, qui se fait du secteur ici. Oui, absolument. Dans le fond, il y a une équipe avec des spécialistes en géotechnique. L'équipe de la ville, là, ils se sont organisés là, avec une caméra de surveillance, avec système anti-vol aussi, là, je le nomme pour certains. Puis bon, divers instruments comme ça, avec également un passage à la route là, avec une lumière. Là. Puis dans le fond, c'est un autre exemple ici qu'on a eu un événement majeur en mai, en 2023, qui était relié aux inondations. C'est un risque naturel, il y en a d'autres. Il
peut y avoir certains glissements de terrain. Charlevoix, c'est une zone à séisme. Il y a plein d'autres risques naturels aussi qui demandent à la ville, aux différents intervenants, d'être actifs là-dedans, de faire un suivi, une surveillance, au cas où il y aurait un autre événement qui se produirait d'une autre nature, là. Un an plus tard, la Ville n'en est pas encore au bout de ses dépenses et la prévention vient prendre une place plus importante dans la planification des travaux et des investissements. Bon, Gilles, on en a parlé brièvement. Le MTQ qui fait présentement prend des échantillons, fait des forages là, près du chemin Saint-Laurent ici. Déjà, peux-tu nous dire pourquoi c'est le MTQ qui intervient puisque ce n'est pas un chemin là, provincial ici? Bien, premièrement, parce que nous, on doit signaler tous ces glissements de terrain-là au ministère de la Sécurité civile. Le ministère de la Sécurité civile fait affaire avec les différentes instances gouvernementales pour établir l'aléa, les risques, puis les cartographier. Donc, c'est pour ça qu'il fait affaire avec l'équipe géotechnique spécialisée du ministère des Transports qui vient ici faire des forages pour analyser la structure du sol. Parce qu'il y a plusieurs glissements de terrain le long de la rivière du Gouffre. Puis il faut comprendre à quel point ces glissements-là peuvent être très, très dynamiques, je pense qu'on appelle ça rétroactifs, donc aller très loin, ou qu'on serait dans un substrat différent qui ferait en sorte que ça serait plus sécuritaire. Il y a toujours la notion avec le ministère des Transports, malheureusement, un des éléments importants, c'est toujours l'aspect financier. Puis pour avoir droit à des programmes d'aide, il faut qu'on atteigne certains critères des gouvernements. Ça, c'est une partie du travail qui est plate un peu, qui est difficile, mais qu'il faut quand même jouer parce que sinon, je pourrais décider demain matin de faire cette intervention-là qui pourrait coûter 2-3 millions, qui serait à la charge complète des contribuables de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on essaie de voir les différents programmes qui existent. Puis, comme Philippe vous l'a mentionné, avec tout le 1er mai, on a réactivé ces éléments-là. On a parti des études à l'ensemble de la rivière. Il y a des points plus critiques à certains endroits. On parle beaucoup Saint-Pierre, on parle Clarence-Gagnon, on parle la rue Ménard-Saint-Joseph, mais il y a d'autres endroits, pas loin de la Polyvalente, la rivière du Bras là aussi est active beaucoup. On a vu le Génévrier. Donc, il y a d'autres endroits où il va falloir intervenir. Fait qu'il faut trouver les bonnes solutions, puis les endroits prioritaires. Celui-là va en être un. Dans le fond, on ne peut plus vraiment attendre qu'on s'approche trop de la rivière. Puis, dans le fond, on a atteint certains critères qui vont nous permettre de pouvoir bien déposer un dossier, puis de s'assurer que... Parce qu'ici, tout est sur la table. Dans le fond, il faut que ça soit le plus économiquement viable puis le plus scientifiquement fondé, dans le fond, là. Donc, est-ce qu'on continue comme ça un certain nombre d'années? Est-ce qu'on enroche? Est-ce qu'on déplace le chemin? Tout ça, mais il faut qu'on ait un bon scénario pour prendre des bonnes décisions. Pour le moment, il n'est pas question de déplacer le chemin Saint-Laurent. L'enrochement et la protection seront privilégiés si les analyses confirment le succès potentiel de cette option. Pendant qu'on est dans les chiffres, est-ce qu'on a-tu des chiffres à jour là, de ce que ça coûtait à la municipalité, ce qu'on a reçu, ce qu'on attend encore? On est toujours, ça s'est calmé un peu après la fin de l'été passé, là. Donc, on est toujours autour d'un 4 millions d'investis, 3-4 millions d'investis par la Ville. La plupart est subventionné à 75 % à cause qu'on était en mesure d'urgence du gouvernement. Sauf que, comme dans tous les programmes, il faut être prudent parce qu'il arrive toujours des situations où on dit « Ah, ça, c'était pas admissible, ça, c'était pas admissible ». On a des demandes de financement de l'ordre de près de 6, 7, 10 millions. On a des demandes au fédéral là, pour un projet de 8 millions aussi. On se dit, là, il est temps de se réactualiser, de repenser notre système, puis de penser la résilience à long terme. Donc, tu sais, on a juste à regarder tous les murs qu'il y a dans le périmètre urbain. C'est de la grosse argent là, si on a à tout remettre ça en état, dans le fond. Donc là, dans le fond, les sommes que vous mentionnez qui sont en attente ou qui sont en cours de demande, c'est pour de la prévention future. Oui. C'est pas des sommes qui ont été avancées par la Ville puis qu'on espère un remboursement. Là. Non, c'est clair que oui, en premier lieu, il faut payer. Ouais. Après ça, le gouvernement nous rembourse, là, donc quand on fait notre édition. Okay, il y a toujours un paiement qui doit se faire avant. C'est ça qui est un peu compliqué parce que dans le fond, j'ai quand même une capacité de dépense qui est limitée, dans le fond. Là. Puis même si on nous dit vous êtes admissible à un montant de 5 millions, souvent c'est rarement décaissé au début. C'est la Ville qui doit l'avancer, c'est ça. Là. Okay. On finance le gouvernement d'une certaine façon. Là. Il nous prête de l'argent sur du long terme, mais c'est nous autres qui empruntent, puis lui nous rembourse.
La Ville de Baie-Saint-Paul mentionne que les prochaines actions qui seront posées le seront avec une vision à long terme. Philippe Bourdon, Gilles Gagnon, bonjour. Bonjour. Salut. Revenons sur ce reportage qu'on vient de voir où on est allé visiter les secteurs importants touchés par les inondations à Baie-Saint-Paul. Tout d'abord, est-ce qu'on peut considérer que les changements climatiques pourraient être une cause de ce qui est arrivé à Baie-Saint-Paul? C'est sûr qu'au niveau gouvernemental, on s'intéresse à savoir est-ce que les changements climatiques vont amener un changement face aux inondations. Ouais. On a eu une grosse inondation comme ça en 1976. Il y en a eu d'autres avant. Il va y en avoir d'autres vers le futur aussi, mais on se prépare à ça. Il y a un programme gouvernemental sur lequel la Ville travaille avec, dans le fond, pour voir comment on peut être mieux résilient éventuellement si le changement climatique affecte finalement. Ouais. Est-ce que des coups d'eau comme ça, 100 ans, est-ce qu'il va en avoir plus? Est-ce qu'ils vont être plus gros ça va-tu encore? devenir des 70 ans à place de 100 ans, des Exactement. choses comme ça? OK. Ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement a aussi étudié ça via des atlas hydroclimatiques. Donc, toutes les régions, la plupart des régions au Québec, où qui ont des données avec des stations hydrométriques, ils ont étudié, ont rentré ça avec des modèles météo, ce qu'on entend parler avec le GIEC, donc à l'échelle internationale, on sait que le changement climatique, il va comme être plus gros, il va avoir plus de pluie, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça donne au Québec? Qu'est-ce que ça donne au niveau du bassin versant? Et ils l'ont fait pour la rivière du Gouffre. Donc, ils ont rentré plusieurs données, plusieurs modèles, puis ils ont regardé, sur une échelle de 20 ans, est-ce que ça va monter? Est-ce qu'il va y avoir plus de crues centenaires ou moins? Et présentement, ce qu'on observe, c'est que absence de consensus. Que ça Donc, veut dire? ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, que les modèles, ils ne s'accordent pas. OK. Certains modèles disent, oui, ça va augmenter. Certains modèles disent, non, ça va Il baisser. n'y a pas une tendance marquée qu'on applique un modèle ou l'autre, finalement, qui démontre que, OK, c'est sûr que ça va augmenter. Parfois, en science, on aimerait ça, avoir une réponse claire, c'est simple, c'est ça. On peut dire, affirmer que c'est vraiment ça. Là, on voit pour la rivière du Gouffre, il n'y a pas un consensus sur les modèles. Ouais. Mais pour d'autres rivières, on pourrait en arriver et dire, effectivement, on sait que ça va augmenter, puis ça va augmenter d'un 10 Là, à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus facile de réfléchir, à arriver à planifier. Là, comme on a une absence de consensus pour la rivière du Gouffre, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas une augmentation? On ne sait pas, en fait, mais peut-être qu'il faut qu'on se prépare en fonction aussi, quand même, un petit peu. Donc, plus. ça augmente un peu l'imprévisibilité de tout ce secteur-là. Là-dessus, on peut dire ça. Il y a une certaine imprévisibilité, puis on voulait ramener ça aussi quand même parce qu'on veut travailler, dans le fond, à améliorer notre résilience collective. Dans le fond, un coup d'eau comme il y a eu, c'est un coup d'eau de récurrence 100 ans. Oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'eau. C'est une grosse cellule orageuse qui est tombée en montagne, puis finalement, ça a amené énormément d'eau. Il va en avoir d'autres. Donc, comment on peut se préparer à ça? Est-ce que la prochaine est dans 5 ans? Est-ce que la prochaine est dans 10 ans? Mais il va falloir qu'on se prépare à ça. De ne pas se mettre la tête dans le sable, finalement, puis d'être prêt à accueillir le coup d'eau. Exactement, c'est ça. Puis, dans le fond, si on regarde un petit peu au niveau des cartes. Oui. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quoi qu'on voit? Dans le fond, c'est une carte pour les gens qui regardent les cartes, qui naviguent des fois avec Google Maps. Oui. On remarque là, le fleuve et l'île aux Coudes. Donc, tout ça, c'est le bassin versant de la rivière du Gouffre. Donc, c'est tous les affluents qui vont vers le fleuve, finalement. Exactement. Ça veut dire chaque goutte d'eau qui tombe partout sur ce territoire-là, donc en incluant le parc des Grands Jardins, les terres sur le séminaire, ainsi de suite, toute l'eau qui tombe sur le bassin versant termine à l'exutoire, à la rivière du Gouffre, passe par le centre-ville. Et évidemment, on comprend pourquoi il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Oui. Donc ça, dans le fond, c'est un bassin versant qui fait 1000 km². OK. Mais il y a des sous-bassins versants, donc des rivières qui font partie de cet ensemble-là, mais dont la rivière des Mares. Par exemple, la rivière des Mares avec le Génévrier, c'est une rivière en soi, mais une rivière qui alimente la rivière du Gouffre. Donc, si elle est grosse, c'est sûr qu'elle va faire grossir ce qui va se passer avec la rivière du Gouffre. La même chose pour la rivière du Bras du Nord-Ouest. Oui, elles affluent, en fait, vers la rivière du Gouffre en plein centre-ville. Là. Oui. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'elles vont quand même relativement loin vers l'ouest, c'est-à-dire dans les montagnes du nord-ouest. Dans le fond, quand on se promène sur le territoire, on sait que c'est un cratère météoritique. Fait qu'il y a tout, dans le fond, une espèce
Mais de cercle en Oui. cercle Charlevoix, là, Ouais. avec des montagnes à 1000 à 1200 mètres, bien, dans le fond, tout le nord-ouest là, qu'on peut apercevoir, c'est les terres du séminaire. On est comme dans un bol un peu, là. Exactement, c'est vraiment ça. Fait que ça, bien, c'est sûr que ça vient ajouter, parce que des fois aussi, il peut y avoir un climat différent en montagne d'un climat à Baie-Saint-Paul. C'est ce qu'on a observé pour le 1er mai. On a estimé qu'il serait tombé en moyenne sur le bassin versant 162 mm d'eau. Ça, c'est on calcule en hauteur, donc on imagine que si toute l'eau était lisse à la grandeur du territoire, ça nous donnerait 162 mm. C'est ça que je comprends? Exactement. OK. Ça, c'est combien? 6,3 pouces. Oui, c'est ça. Fait qu'à grandeur du territoire, en 24 heures, en 24 heures. on a reçu la ça. vitesse aussi, le temps qui est important là-dedans. Puis la complexité qu'il y a dans cette situation-là, si je peux me permettre, c'est de dire que, dans le fond, les sous-bassins versants, on parle de la Rivière-des-Morts, par exemple, ne réagissent pas toujours de la même façon parce que nous, avec le relief très, très prononcé de notre territoire, bien, c'est ça aussi qui complexifie l'analyse de la situation puis la prévision à long terme. C'est que, dans le fond, il peut pleuvoir beaucoup dans un bassin, dans un sous-bassin versant, alors que, dans le fond, dans un autre sous-bassin versant, du gros bassin versant de la Rivière-du-Gouffre, il n'y a pas plu. L'exemple typique, c'est que, dans le fond, à l'ouest de la rivière, vers Québec, il y a eu beaucoup de pluie le 1er mai. À l'est de la rivière, vers la Malbaie, il n'y a eu presque rien, dans le fond. Là. Donc, ça veut dire que ça, les événements, au-delà de questionner les changements climatiques en eux-mêmes, est-ce que ça va être plus sec, plus humide? Est-ce que ça va avoir des répercussions sur lesquels de ces bassins versants-là? C'est ça qui fait la complexité de l'analyse, je pense. D'accord. Donc, si je peux me permettre de revenir sur la notion de la peur qu'on a eue l'année passée. Effectivement, on a eu plusieurs, 4, 5 événements de pluie majeurs durant la saison. Sauf que, dans le fond, les juin, à août, octobre, décembre, c'est des pluies qui étaient, somme toute, des choses qu'on avait déjà eues, peut-être pas 4 fois dans l'année, mais des choses qu'on avait normalement dans des périodes. Fait que, dans le fond, il y avait une sensibilité, mais c'était des pluies qui étaient tout à fait gérables. Puis quand on était sur le terrain, ça n'a jamais passé proche, dans le fond. Là. Donc, il y a une structure, une façon que le bassin versant est constitué, les méandres, les zones où la rivière peut aussi prendre sa liberté. Ça l'aide justement dans notre gestion au quotidien. On ne s'attend pas à ça à chaque printemps. Là. On peut peut-être aller voir maintenant au niveau des dégâts là, qui ont eu lieu dans la ville. On s'est rencontrés là, pendant le reportage, justement, sur la rue Ménard. On voit présentement bien le secteur qui a été inondé, mais ce n'est pas tous les bâtiments qui ont été gravement atteints. Non. Qu'est-ce qui a fait en sorte que certains s'en sont sortis alors que les autres autour ont été presque à démolir pour certains? Sur ce premier visuel-là que vous avez à l'écran, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que déjà, il y a 2 particularités au sein même de la zone inondable de Baie-Saint-Paul. Il y a la zone qui est derrière le mur Ménard-Saint-Joseph et la zone qui n'est pas derrière. On parle plus de Saint-Pierre, tout ça. Donc déjà, il y a 2 situations à gérer, 2 situations à analyser qu'on est en train de comprendre, dans le fond. Puis si on rentre plus au sein même de la zone derrière Saint-Joseph-Ménard, dans le fond, avec l'autre visuel que vous avez à l'écran, la différence de couleur entre les petites maisons qu'on voit comme là, dans le fond, quand c'est blanc, c'est très peu de dommages. Dans le fond, pas de dommages du tout. Pas de dommages du tout. L'ordre de grandeur, c'est par tranche de 25 000. Et quand on est dans le rouge, c'est beaucoup de dommages. Donc, même la vulnérabilité à l'intérieur même du quartier, elle est différente parce qu'il y a un micro-relief. Les rues, ils ont déjà des petites pentes. Il y a des bâtiments qui, parce que dans le fond, comme Philippe l'a bien dit, il y a déjà eu des inondations dans les années 70. Il y a des bâtiments qui étaient déjà surélevés. Que ces bâtiments-là, on a des bâtiments qui étaient en pleine zone. Par exemple, sur la rue Saint-Joseph, on en voit qui sont en blanc ou en jaune très pâle. Ils étaient déjà donc prêts à recevoir une crue. C'est ça, là, qui ont eu des 8, 9 000. Donc, dans le fond, c'est pas du mur à mur. Puis ça complexifie notre analyse parce que, dans le fond, on montre souvent la zone inondable. On dit catastrophe incroyable. Mais en même temps, au sein même de cette zone-là, la situation est très variable. Là. Puis le meilleur exemple qu'on donne souvent, parce qu'on est souvent interpellé pour faire des représentations, il y a des entreprises sur la rue, sur le boulevard Leclerc,
qui le lendemain recommençaient à travailler, dans le fond, là, qui, eux, n'étaient pas impactés. Là. Fait que ça, il faut prendre ça en compte dans notre vision de la sauvegarde et de la résilience de ce quartier-là. Ça donne quand même une idée que l'immunisation, elle est utile, elle est pertinente, puis qu'on ne fait pas ça pour rien, là, les maisons qui ont opté pour ça. Là. Puis l'analyse des scénarios corrects nécessite quand même de prendre un pas de recul parce que, dans le fond, même si la compréhension de base, c'est de se dire on enlève les gens des quartiers inondables, on voit bien avec la carte qu'on a présentée que, dans le fond, même au sein des quartiers, la situation peut être différente d'un bâtiment à l'autre. Et c'est l'analyse complexe de tout cet élément-là qui nous permet de dire, bien, la meilleure position, la résilience, ça veut dire vivre avec. Bien, dans le fond, il y a moyen de vivre avec l'événement, dans le fond. Oui, oui. Puis justement, voyons pour terminer, là, on a déjà fait le tour avec Diane Lemire là, du quartier Saint-Joseph pour voir l'immunisation. On peut peut-être voir un peu l'image ici, en quoi ça consiste. Là. Donc, les maisons ont été surélevées selon la ligne de 100 ans, c'est ça? Même plus, dans le fond, parce que normalement, selon le régime du gouvernement provincial, le régime au niveau du ministère de l'Environnement, parle d'un 30 cm au-dessus de la ligne, dans le fond. Fait que nous, tout de suite après les événements, puis ça, on l'a fait durant toute l'année, même lorsqu'on a eu des périodes de pluie là, dans les autres mois, on a pris des niveaux de l'eau atteinte, dans le fond. Donc, on sait sur chacun des bâtiments quel niveau d'eau a été atteint. Puis, dans le fond, il y a une précaution qui est prise. C'est pour ça qu'il y a certaines maisons qui sont un peu plus hautes. Donc, ils ne sont pas nécessairement juste au niveau de 100 ans. Il y a une zone tampon, dans le fond, une zone de sécurité qui est donnée. Le bâtiment est un peu plus haut que pour s'assurer, dans le fond, qu'on est vraiment protégé. Puis l'autre élément, mais là, quand on regarde les bâtiments, il y en avait qui avaient déjà commencé ça, la notion de mettre les boîtes électriques au rez-de-chaussée, la notion de, peut-être que c'est pas pertinent, c'est pas normal d'avoir une chambre à coucher dans un sous-sol d'un bâtiment. Oui, parce que là, ces sous-sols-là ne sont pas habitables. Dans le fond, il n'y a pas de plancher, je pense, c'est ça? Il faut que ça coule? Je pense qu'il y a... Je ne suis pas un expert là, côté immunisation. C'est plus en architecture. C'est les architectes là, qui s'intéressent à ça. Mais on sait qu'il y a comme plusieurs méthodes. Dans le fond, soit qu'on s'élève, dans le fond, par rapport au niveau 100 ans, ou encore, on peut rendre un sol étanche. On peut rendre un solage étanche pour qu'il n'y ait absolument pas d'eau qui rentre. C'est une autre méthode aussi. Donc, selon à quel endroit on est, selon le niveau 100 ans, il va arriver où par rapport à la maison, mais il y a peut-être une option, une deuxième, une troisième. Là, exactement. Il y a une occupation possible de cet espace-là, mais pas la notion des usages et des risques. Par exemple, on nous parlait d'électricité et tout ça. Bien là, elle est gérée au cas par cas selon le niveau de vulnérabilité de chaque bâtiment. D'accord. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces précisions. Je crois que ça va en aider plusieurs. Merci beaucoup. Merci. Le domaine Forget a accueilli le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, pour l'annonce d'une importante aide financière. Voici notre reportage. Inauguré en 1978, le domaine Forget est maintenant une institution reconnue et importante dans le paysage culturel du Québec. C'est un lieu qui rayonne, qui s'est taillé une place de choix dans le cœur, oui, des gens de la région, mais plus largement dans le cœur des amateurs et des amatrices de musique et de danse. Sa contribution au rayonnement de la culture québécoise et son engagement dans la formation, la création, la diffusion des arts d'interprétation sont vraiment remarquables. On en parle beaucoup, notamment grâce à son académie et à son festival international. Le parc immobilier du domaine, comprenant plusieurs édifices à valeur patrimoniale, nécessite maintenant une mise à niveau importante pour assurer sa pérennité. Donc, je suis très heureux, sans plus attendre, d'annoncer aujourd'hui une aide de plus de 10,3 millions de dollars au domaine Forget pour des travaux de rénovation et l'acquisition d'équipements spécialisés aussi. C'est une somme importante, évidemment, qui sera très utile, qui vient en fait de notre programme d'aide aux immobilisations au ministère de la Culture. C'est un programme qui, évidemment, s'assure de la pérennité des bâtiments, la sécurité des usagers, la fonctionnalité des locaux de formation et de diffusion. Donc, concrètement, de quoi on parle? Ici, entre autres, d'intervention à la structure et à l'enveloppe, de même que la mise aux normes des différents bâtiments concernant l'électricité, la plomberie et la sécurité incendie. Cette aide financière vient donc soutenir une très grande partie du projet de mise à niveau de près de 13 millions de dollars qui touche 18 bâtiments essentiels à la mission du domaine Forget.
Grâce à cette aide financière, notre institution pourra offrir aux artistes d'aujourd'hui et de demain des conditions d'accueil optimales nécessaires à la pratique de leur art. Ainsi, nous pourrons régler les problèmes, vous l'avez mentionné tantôt, de structure, de toiture et surtout améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments. L'ensemble de ces travaux viendra appuyer nos efforts vers un développement durable. Une partie du montant octroyé par le gouvernement sera aussi dédiée à l'achat de mobilier et de nouveaux équipements d'éclairage et de sonorisation. Le développement touristique durable était à l'honneur lors de l'Assemblée générale annuelle de Tourisme Charlevoix. Un reportage de Martin Ouellette. La réunion annuelle des membres de Tourisme Charlevoix a permis d'évaluer l'impact des inondations du 1er mai 2023 sur l'industrie touristique. Au niveau des dommages, là, on sait que, bon, c'est sûr que les sources variaient, là, mais on avait des dommages qui allaient entre 12 et 17 millions. Pour l'industrie touristique, exactement. Donc, nous, l'année dernière, on a consacré beaucoup d'efforts à faire des représentations au niveau fédéral et au niveau provincial. Mais c'est sûr qu'il y a eu d'autres événements, comme par exemple les feux de forêt qui sont venus un peu, je vais dire, jouer trouble-fête parce que les gouvernements se sont vraiment rendus compte que l'enjeu était vraiment global, n'était pas juste propre à Charlevoix aux inondations. Donc, ça montre encore une fois toute l'importance d'être en adaptation au changement climatique parce qu'on sait que ça coûte vraiment cher, moins cher de prévenir que de guérir. Les changements climatiques forcent les entreprises touristiques à s'adapter et Tourisme Charlevoix devient la première association touristique du Québec à mettre en place un fonds pour soutenir le développement touristique durable. On a décidé d'investir 5 %, l'équivalent de 5 % de notre taxe sur l'hébergement dès 2025 dans des actions concrètes en développement durable. Donc, ça représente au moins 200 000 par année pour une taxe sur l'hébergement d'environ 4 millions. Donc ça va vraiment nous permettre d'avoir les moyens financiers pour passer vraiment à l'action. Quel type de projet pourrait être financé? Avez-vous des exemples? Oui, par exemple, un des projets qu'on regarde, c'est d'aller chercher une certification au niveau de la destination, mais aussi au niveau des entreprises, où les entreprises pourraient faire des adaptations concrètes à la fois au niveau des changements climatiques puis dans leur durabilité. Puis nous, on va être vraiment en accompagnement des entreprises parce que souvent, on sait qu'ils veulent aller vers le développement durable, mais ne savent pas toujours comment procéder. Donc, on veut avoir une feuille de route avec eux, qu'on les accompagne vers ces étapes-là. Dans l'ensemble, le bilan de l'année touristique est positif, selon Michel Dion, notamment en ce qui a trait au bilan de la première année du nouveau plan stratégique de Tourisme Charlevoix. Une année riche en événements. On sait, on a connu plein d'événements, comme par exemple les inondations, puis ça, mais riche en réalisation aussi, parce que, bon, on a lancé notre planification l'année dernière, mais déjà, on a plus de 80 % des actions qui ont soit été réalisées ou qui sont en cours de réalisation. Fait qu'on est très fiers là, quand même de l'année 2023 qui finit. Quelles sont les principales, justement, réalisations du plan d'action de cette année? Vous me dites qu'il y en a 80 % de réalisés. Vous pensez à quoi, entre autres? Bien, entre autres, on a mis à disposition, par rapport à la planification stratégique, la première section pour les populations locales pour savoir comment eux peuvent davantage avoir accès à l'industrie touristique. On a mis en place dans nos programmes d'aide un 15 % de ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, que si les projets ne sont pas performants en développement durable, ils peuvent être pénalisés, si je peux dire, dans l'octroi des sommes financières. On a continué aussi notre intégration au niveau des écoles. On a aussi beaucoup défendu les enjeux de notre industrie au regard des inondations. Ça faisait partie de nos orientations d'influencer les décideurs et tout. Donc, ce n'est que quelques exemples, mais pour dire qu'on passe déjà de la parole à l'action. Cette année, Tourisme Charlevoix mettra en ligne une nouvelle version de son site Internet et soutiendra la promotion de la Route des Saveurs avec une nouvelle image de marque. Ben oui, en fait, puis c'est la région pionnière, c'est la marque pionnière au Québec aussi en matière de circuits agrotouristiques. Je pense en fait là, que la valeur ajoutée, la possibilité d'accéder aussi à des nouveaux budgets, puis à de nouvelles réflexions stratégiques sur la façon dont on va la porter. Je l'ai dit d'entrée de jeu, nous, on a une expertise en développement de marque. Déjà, on en a annoncé aux acteurs concernés. On s'est engagé dès janvier à la signature de l'entente de déployer une nouvelle marque qu'on veut la célébrer cet été sur le territoire, puis de pouvoir initier aussi des projets de structuration, d'accompagnement des entreprises selon les besoins. Nous, avant de signer l'entente avec la table agrotouristique, il y a tout un exercice qui a été fait aussi de consultation auprès des acteurs touristiques concernés afin de cibler quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes dans l'éventualité où Tourisme Charlevoix reprenait le véhicule La Route des Saveurs. Et, comment les membres de Tourisme Charlevoix vont pouvoir s'approprier
le branding, ou en tout cas la marque La Route des Saveurs. Comment ça va procéder pour cette première année? Bien, en fait, nous, on s'est assuré, on voulait créer une marque vivante, on voulait créer une marque évolutive et, excellent point, on voulait une marque aussi qui allait permettre aux différents acteurs de se l'approprier. La raison pour laquelle on a créé plusieurs icônes aussi selon des produits spécifiques, c'est vraiment dans l'optique de permettre aux gens de se l'approprier. Ceci étant dit, on est à l'aube de la saison touristique, il n'y a pas de cachette, donc on est en train d'évaluer la faisabilité de, dès cet été, déployer sur l'ensemble du territoire, à voir quel sera l'objet ou les objets. Mais on veut avoir une référence, un outil, une référence visuelle. Est-ce que ce sera des sous-verts, des macarons ou autres? Mais on veut rapidement arriver avec un objet tangible, puis offrir la possibilité à nos intervenants touristiques de se l'approprier, puis d'insuffler cette belle marque-là sur le territoire. Donc, rapidement, on va solliciter les gens pour les mettre à contribution là-dedans. Les travaux pour la promenade du littoral à Saint-Irénée sont déjà bien amorcés. Nous sommes allés à la rencontre de la mairesse, Mme Odile Comeau, pour en apprendre davantage. La promenade du littoral de Saint-Irénée fait partie d'un plan d'action mis en place en 2018, dans lequel une des priorités était de mettre en valeur l'accès à la plage et de sécuriser la circulation des piétons. Une des suggestions était de construire une promenade en bois, donc ce qui est en train de se faire, ce qui va être prêt à peu près dans 2 mois, là, avant la fin juin. Alors, c'est une promenade d'environ 1 kilomètre qui est située entre la voie ferrée et la route 362. Puis je veux rassurer maintenant les gens vont pouvoir continuer à stationner le long de la 362. Seules quelques places de stationnement seront soustraites pour y intégrer des accès sécuritaires à la plage, comprenant des zones d'ombre et de repos. Alors, c'est vraiment une promenade où les gens vont pouvoir circuler avec des poussettes, avec des déambulateurs à pied, en famille, en toute sécurité. Et ce qu'on voulait, c'est éviter que les gens circulent sur la voie ferrée. Donc, ils vont être dirigés à des descentes à la plage. Le projet prévoit également l'installation de panneaux d'interprétation nouveau genre. Probablement être des panneaux virtuels, c'est-à-dire qu'aux endroits, on veut mettre en valeur l'histoire et les grands personnages, par exemple, de Saint-Irénée. Alors, justement, où il va y avoir des haltes, où les gens vont pouvoir s'asseoir, bien, ils vont avoir accès avec leur téléphone, à des histoires sur ces personnages ou sur les lieux de Saint-Irénée. Le tronçon d'1 kilomètre nécessite des investissements de 3 millions de dollars. C'est sûr que la municipalité de Saint-Irénée a été aidée par plusieurs bailleurs de fonds, dont le ministère du Tourisme, le secrétariat de la capitale nationale, le MRC, le Jardin. C'est sûr qu'aussi on a greffé à ça des sanitaires. Qui sont déjà installés, là. Qui sont installés depuis l'année dernière, qui fonctionnent 12 mois par année. Alors ça aussi, c'est un beau plus là, pour les gens qui circulent. Si les travaux vont bon train, la promenade devrait être accessible dès la fin juin. Après une grande consultation citoyenne et une analyse profonde des priorités, la Ville de Baie-Saint-Paul a profité du Jour de la Terre pour lancer son nouveau plan de développement durable. Baie-Saint-Paul, première ville du Québec à déposer un plan de développement durable il y a 20 ans avec l'Agenda 21, vient de présenter son 4e plan d'action 2024-2030. Il y a eu quand même une démarche là, intéressante. C'est une ville qui est résiliente, si on peut le dire, et qui est accompagnée également de ses citoyens. Les gens se sont bien impliqués dans le plan de développement durable. Il y a eu plusieurs consultations publiques qui ont eu lieu. Les gens ont participé en grand nombre, et ce n'est pas seulement que les citoyens qui sont, on va dire, de 18 ans et plus. Il y a eu nos amis également du primaire, du secondaire qui ont travaillé là, sur la démarche de développement durable, et ça, c'est d'autant plus intéressant de voir que les générations qui s'en viennent pour prendre place dans la société au courant des prochaines années ont décidé de s'impliquer grandement au niveau du développement durable. Et lors des consultations, c'était beau à voir, de voir les jeunes qui décidaient de participer, d'avoir des objectifs, de penser au futur. Et si on veut changer des comportements, je pense que c'est de faire en sorte d'avoir de la prévention et que nos jeunes, des fois, viennent de nous rappeler à l'ordre. La démarche est basée sur les 17 objectifs de l'ONU. Après la consultation citoyenne, c'est 937 actions qui ont été proposées et analysées pour en cibler 50 au final. Ce qui est original à Baie-Saint-Paul, c'est qu'en fait, c'est une vraie planification de développement durable, entre guillemets vrai, dans le sens qu'on prend les 3 piliers du développement durable, mais pas juste l'environnement. On prend le développement économique, l'environnement, la culture et
Voyons, c'est quoi le quatrième pilier? Le social. Oui. Alors, tu regardes dans le plan actuel, si vous regardez la dernière section qui touche qualité de vie et inclusion, bien, dans le fond, il y a 18 actions pour te dire comment c'est important pour la municipalité, l'inclusion, la qualité de vie des citoyens et tout ça. Les 50 actions sont réparties à travers 4 enjeux collectifs: l'action climatique, la protection et mise en valeur de l'environnement, l'évolution démographique et l'économie durable, ainsi que la qualité de vie, l'équité et l'inclusion. Ce qu'on veut de Baie-Saint-Paul, c'est justement que les gens soient capables de reconnaître que le développement durable, c'est important pour la ville. Puis le développement durable, c'est pas juste la lutte au gaz à effet de serre, hein, c'est vraiment qu'on travaille avec nos citoyens. Puis ce plan-là, ben oui, il y a une partie que ça vient de moi, il y a une partie que ça vient du conseil, de la direction, mais ça vient d'avant tout des citoyens. Parmi les plus gros projets ou les plus attendus figurent l'ajout de bâtiments publics chauffés par la centrale de biomasse, la revalorisation du domaine Simon, la réfection du boulevard Leclerc et la continuité du réseau cyclable. L'arrivée toujours non confirmée de l'INRS y figure également. Pour nous, Maison Mère et l'INRS, ça fait un bon maillage. Et quand les gens de l'INRS sont venus à Baie-Saint-Paul, ils ont été charmés par le noyau, on va dire, villageois là, au niveau de Maison Mère, avec l'auberge des balcons, avec toute la synergie qu'il y a des différents acteurs. Et ça, c'est clair que nous, on va faire en sorte là, de trouver une place pour l'INRS. Maintenant, où vont-ils situer? Est-ce que c'est dans Maison Mère? Est-ce que c'est une autre à elle? Tout ça, il est encore trop tôt là, pour préciser les choses. Un nouveau centre sportif pour lequel une demande au ministère de l'Éducation a été déposée en décembre dernier est aussi dans les actions présentées. C'est clair que si on a un go là, de la part de Québec pour aller de l'avant, bien, on va refaire des consultations avec les citoyens, avec d'autres partenaires pour qu'on puisse là, mieux cerner les besoins puis se mettre aux besoins du jour, mais en même temps ceux qu'on prévoit pour les prochaines années. Donc. Maintenant qu'un plan clair est en place, des enjeux peuvent toujours empêcher la réalisation de certains objectifs. Bien, c'est sûr que des fois, c'est le financement. Hein. Si on n'a pas le financement, il y a bien des projets qui n'ont pas lieu. On parle du centre sportif. Demain matin, si je n'ai pas de hockey de la part de Québec, c'est clair qu'on ne pourra pas aller de l'avant avec ce projet-là. Le logement, on parle d'un projet de 44 unités d'habitation, logement abordable. Si je n'ai pas le hockey de la Société d'habitation du Québec, on n'ira pas de l'avant non plus. Donc, le défi, principalement, c'est le montage financier, puisque la très grande majorité des projets là, doivent recevoir une aide autre que la ville. Là. On a besoin de partenaires à ce niveau-là. Pour tous les détails, le plan d'action de développement durable est disponible sur le site Internet de la Ville de Baie-Saint-Paul. Les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix se tiendront à Baie-Saint-Paul du 31 mai au 16 juin prochain. J'en discute avec la coordonnatrice de Vélo Charlevoix, Marie-Claude Laurando-Desmarais. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Donc, Vélo Charlevoix présente la 26e édition des rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Avant qu'on se lance dans l'exploration des événements de cette année, peux-tu nous dire finalement ce qui s'est passé avec la dernière édition là, qui a été touchée un peu par les inondations? Exact. En fait, on a quand même réussi à tenir la majorité de nos événements. On a tenu le Grand Prix cycliste, on a tenu le Grand Fond d'eau sur route. Donc, on est très heureux, puis ça a amené un achalandage intéressant pour... oui, ça n'a pas trop atteint la population, la quantité de personnes. Non, vraiment, on a eu a eu des inscriptions records, là, donc ça a vraiment bien été. Par contre, on a dû annuler les Coupes Québec-Canada qui se déroulaient au camping Le Genévrier, comme on le sait. Le camping a été quand même ravagé, oui. Puis, la Coupe Charlevoix, qui est notre coupe régionale, on a pu la déplacer à la fin de l'été. On a fait ça aux sources à la Malbaie. D'accord. Donc, ça, c'est la Coupe vélo de montagne. Vélo de montagne, effectivement. Super. Donc là, cette année, on retrouve un peu les types d'événements qu'on avait plus traditionnellement. Est-ce qu'il y a des changements ou on retourne à la formule traditionnelle? Bien, on revient avec une programmation similaire à ce qui était prévu. Ça fait quelques années qu'on est sur cette programmation-là. On a des petites nouveautés par contre, mais on débute cette année avec le Grand Prix cycliste la fin de semaine du 31 mai, 1er et 2 juin. Donc ça, c'est dans Baie-Saint-Paul essentiellement? Dans Baie-Saint-Paul, oui. Donc ça débute le vendredi après-midi dans le quartier Filion avec le Critérium. Puis après le samedi, ça se passe au niveau du chemin Saint-Laurent avec l'Ascension puis le contre-la-montre.
Puis le dimanche, c'est le routier qu'on voit souvent passer, dans le fond, qui passe dans tout Charlevoix. Ouais, c'est comme un peu un marathon de vélo, si on veut. Ça ressemble à ça? Pour la fille qui ne connaît pas ça. On pourrait dire. OK. Ouais. Puis, dans le fond, le dimanche aussi, il y a le Grand Fond d'eau qui se déroule en parallèle, qui est une cyclosportive, donc ouvert à un plus grand public. Donc là, ça, c'est toute la course sur route. Sur route, exact. Donc ça, c'est la fin de semaine sur route. Puis dans les nouveautés, bien, on pourra peut-être en reparler après. Puis sinon, bien, au niveau montagne. C'est le week-end suivant, donc le 7, 8, 9 juin, avec les Coupes Québec-Canada. Et là, on est de retour au Génévrier. Oui, très content. On est de retour au Génévrier cette année. Quand même beaucoup de travail à faire, mais on s'affaire. Est-ce que tout soit prêt à temps? Oui, tout va être prêt à temps. Ça change-tu un peu les trajets? Un petit peu. Il va y avoir des changements de parcours qu'on va établir, mais ce sera pour le mieux, je pense. Oui. Puis sinon, l'autre week-end suivant aussi, le 15 et le 16 juin, ça va être la Coupe Charlevoix. Donc, en montagne toujours. En montagne toujours, ce qui est une régionale au lieu d'une nationale pour les Coupes Québec-Canada. Puis, dans les nouveautés, si tu veux que je... Oui, parce que là, on nous annonce des nouveautés. C'est ça, exact. C'est quoi les nouveautés? Dans les nouveautés, au niveau du Grand Fond d'eau, cette année, on accepte les vélos électriques à assistance électrique. Donc, pour ouvrir à une plus grande clientèle, puis permettre, c'est sûr que Charlevoix a ses défis. On a de la côte, hein? On a de la côte, effectivement. Donc, si ça peut ouvrir à une plus grande clientèle, c'est juste tant mieux. Parce que là, justement, là, tous ces événements-là, bon, il y en a qui sont vraiment pour des athlètes, là, mais il y en a comme le Grand Fond d'eau, justement, qui sont ouverts à tout le monde. Oui, effectivement. Mais c'est sûr qu'on touche à beaucoup de catégories. Là. On accepte beaucoup de catégories. Par contre, c'est ça, le Grand Fond d'eau, c'est une cyclosportive. Donc, c'est un événement qui est ouvert à tous et qui est plutôt dans le défi personnel. C'est pas une compétition contre les autres. Là. Exact. Puis, on offre 47 km puis 83 km. Donc, les gens peuvent choisir leur itinéraire. La longueur. La longueur, oui, exact. Est-ce qu'au niveau des âges, il y a une limitation? Les enfants, est-ce qu'ils peuvent participer aussi? Non, il y a un minimum à partir de 15 ans. OK, 15 ans. Bon, parfait. Et puis, bon, retournons au niveau des nouveautés. Donc là, on a parlé des vélos électriques. Est-ce qu'il y en a d'autres, des nouveautés? Oui, bien, dans le fond, notre Coupe Charlevoix, cette année, habituellement, on organise juste un cross-country, le XC. Et puis cette année, on fait ça sur 2 jours. Donc, le samedi, on va faire une enduro. Et puis le dimanche, une XC comme à notre habitude. Puis c'est des événements qui sont vraiment plus ouverts, dans le fond, plus faciles de participer, je dirais, selon les niveaux de cyclistes? Oui, puis là, dans ce cas-là, ça commence dès le jeune âge. Là. L'enduro, un peu plus vieux, là, à partir de 15 ans aussi. Mais sinon, le XC... ça peut se faire en famille? Ça peut se faire en famille. On a beaucoup de familles. Dans le fond, notre club cycliste... oui, mais oui, c'est vrai. Il y a autant des... On a un bon bassin. On a les parents qui sont là aussi. Donc, c'est vraiment un bel événement. Puis... on va rajouter aussi un 5 à 7 le samedi 15 juin, qui est ouvert à tous. Donc, même, c'est un peu pour clore l'événement. Oui, bien, tu sais, rendre ça agréable. Puis, dans le fond, on va avoir un DJ, puis on va faire ça sous la tente au camping Le Génévrier. Donc, super. Ça joue. Donc là, pour les inscriptions, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut s'inscrire en tout temps jusqu'à quasiment la journée de la course. Exactement, jusqu'au soir précédent, début. Oui. Puis c'est en ligne, les inscriptions. Sur le site de Vélo Charlevoix. Exactement. D'accord. Mais super. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup. Et bon prix cycliste. Merci. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.